50 milliards est la somme recherchée par l'État camerounais dans le cadre du lancement de ce compte emprunt obligataire. Un appel à mobilisation des fonds demandé à tous les Camerounais pour pouvoir réaliser les grands travaux lancés il y a quelques années. Alors que l'État demande un emprunt obligataire, les députés et les sénateurs ont voté le budget 2014 du Cameroun qui s'élève à 3 312 milliards de francs CFA. Pour commenter cette actualité, nous allons recevoir sur ce plateau Marius Baha, économiste et vice-président de la Camerounaise des PME. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous regardez la rétrospective de la semaine qui s'achève. Le premier emprunt obligataire au Cameroun est lancé en 2010 et l'État camerounais rassemble une somme de 200 milliards de francs CFA. Le second emprunt obligataire lancé, l'État dans sa démarche entend récolter 50 milliards de francs CFA dans l'objectif de permettre la finalisation des grands projets lancés par le chef de l'État. Écoutons le reportage de Jean-Christophe. Pour la seconde fois de l'histoire, le Cameroun lance un emprunt obligataire par appel public à l'épargne. D'un montant total de 50 milliards de francs CFA, cet emprunt couvre la période allant du 9 au 23 décembre courant avec un taux d'intérêt net de 5,9% par an. Il s'agit pour le gouvernement de trouver des fonds supplémentaires lui permettant d'investir à travers des projets porteurs de croissance et d'emploi, notamment dans les infrastructures routières et énergétiques. Au programme, 23 milliards pour la construction du barrage de Memvele, 18 milliards pour les routes Bafoussam-Tibati, Zoetele-Nkoloyop, Obala-Bachenga-Bouam et le bitumage du Ring Road Bamenda-Kumbo. Les fonds ainsi prêtés à l'État du Cameroun seront remboursés dès 2018, c'est-à-dire dans 5 ans. Le recours du Cameroun à cette autre opération de levée de fonds, après celle de 200 milliards lancée en 2010, peut se justifier par deux raisons majeures. L'insuffisance ou l'inadéquation entre la somme collectée il y a 3 ans et les besoins susceptibles d'asseoir les conditions d'une croissance au regard de l'ambitieux programme d'investissement choisi pour l'État en vue de l'émergence à l'horizon 2035, d'une part, la volatilité des prix du marché international qui peut induire des surcoûts dans les investissements à réaliser à plus ou moins long terme d'autre part. Toujours est-il que le Cameroun s'en tire avec une bonne fourchette d'avantages, un taux d'intérêt compétitif, une offre accrue des titres sur le marché de capitaux qui est ainsi redynamisée. Le Cameroun, faut-il le préciser, est d'ailleurs talonné dans cette stratégie de recours au marché de capitaux par le Tchad, le Gabon et le Congo. Comme nous l'avons annoncé à l'entame de cette émission, nous allons recevoir sur ce plateau l'économiste, le vice-président de la Camerounaise des PME, M. Marius Baha. Bonjour, monsieur. Bonjour, M. Itok. Bonjour à vos téléspectateurs. Merci de m'avoir invité à nouveau sur votre plateau. Ok, M. Marius Baha, nous allons parler, comme on l'a dit en entame, de l'emprunt obligataire, du budget qui a été voté récemment à l'Assemblée nationale. Parlant du budget, comment tout de gros réagissez-vous au comportement du SDF face au vote du budget 2014? Disons que la politique de la chaise vide n'est jamais la meilleure qui soit. Mais bon, ça c'est une posture politique. Moi, je ne m'occupe pas tellement de ces postures politiques-là. Je trouve simplement que le budget est l'élément central de la politique de ce pays et c'est l'élément autour duquel l'ensemble de la représentation nationale devrait se retrouver. Parce que je pense que tout procède du budget. Et il était important que les plus grandes forces politiques présentes dans cette enceinte-là assistent au vote de ce budget. Et le SDF est le deuxième parti politique représenté à cette assemblée-là. Et c'est vraiment dommage que ce soit de cette façon que le budget ait été voté par l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pensez que le budget programme qui est lancé depuis l'année dernière reflète aujourd'hui les réalités que nous vivons sur le terrain? Disons qu'il est de notoriété publique que le budget programme tel qu'il a été lancé n'a pas donné les résultats escomptés. On sait que quand ce budget procède de la loi... Chacun d'entre vous, à un niveau ou à un autre de la commission de discipline ad hoc, constitue une très grande marque de confiance du président national et de l'ensemble des militants qui les représentent. Le RDPC veut aller à la rencontre du réalisme et des dérives délibérées. C'est ce qui explique la composition géo-artistique de la dite commission disciplinaire. L'accès aux travaux a été discriminé, même si l'on pense à la transformation du parti. On nous invente toujours des méthodes. Bon, vous voyez que les membres du comité central, y compris suppléants et les militants, ne peuvent pas assister à une installation. Bon, on espère que ce n'est pas un jeu pour torpiller,
cette fin de la récréation. C'est une décision militante, populaire, parce que beaucoup de militants du RDPC apprécient cette décision. Cette commission est une grande première dans le fonctionnement du RDPC qui n'a jamais exclu un militant. Monsieur Barras, vous êtes sûrement au fait de l'actualité. Quelle est l'impression qui vous traverse lorsque vous écoutez cette actualité liée au Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui décide de mettre sur pied une commission de discipline visant à statuer sur les écarts du scrutin du 30 septembre dernier? Oui, disons que ça fait une impression de cacophonie, alors que quand on a un parti majoritaire, un parti au pouvoir, c'est la stéréophonie qui doit régner, puisque c'est le parti qui est en charge le destin de notre pays et le destin de tous les Camerounais. C'est un parti qui a des statuts, et si la commission de discipline estime que ces statuts ont été violés, c'est une obligation interne à ce parti de prendre les décisions qui s'annoncent. Cela concernera ceux qui, évidemment, ont œuvré de façon négative lors du dernier scrutin du 30 septembre dernier. Monsieur Barras, on revient sur l'emprunt obligataire et le fonctionnement économique du Cameroun. Est-ce que vous pensez que l'économie, entre parenthèses, est au centre des préoccupations de l'État camerounais? Justement, nous pensons que pour une fois, ça commence à l'être, puisque je rappelle que la profession de foi du président de la République en 2011, il y avait une phrase qui nous a marqué à la Camerounaise et PME. L'économie est la grande affaire de ce septennat. Et nous avons vu qu'il est passé des grandes ambitions aux grandes réalisations, c'est-à-dire qu'il est passé de l'idéal au réel. Et pour une fois, dans les discours économiques, les discours politiques de ce pays, l'économie a été mise au centre. Mais nous voulons que cela aille encore beaucoup plus loin. C'est pour ça que nous mettons le curseur sur l'élément central de notre pays, le financement de l'économie via les petites et moyennes entreprises. Mais monsieur Barras, vous dites qu'il oui. est parti de l'idéal au réel. Est-ce que vous, en tant qu'économiste, vous pensez que ce réel sera concrétisé? Justement, ce réel est en voie d'être concrétisé. Mais encore une fois, le problème n'est pas sa concrétisation. Le problème, c'est de mettre l'accent là où les retombées seront visibles pour les Camerounais. C'est pour ça que nous travaillons et nous œuvrons pour que l'ensemble des grands travaux génèrent autour d'eux une économie nouvelle. Parce qu'il faudrait comprendre que quand on implante une entreprise, quand on fait un grand projet, autour de ce projet ou d'une grande entreprise, une économie nouvelle naît. Quand vous allez dans la région du Doubs, en France, là où Peugeot est implanté, l'ensemble de cette région-là a profité de l'implantation de Peugeot de son travail. Quand vous allez à Toulouse, l'implantation d'Airbus, l'ensemble de la région, la Haute-Garonne, a profité de la présence de Toulouse. De Airbus à Toulouse. C'est ce que nous demandons pour les grands travaux. C'est-à-dire qu'à Memville dans le sud, à Krivi dans le sud, tout comme à Lompangar à l'est, qui est autour de ces deux régions-là, par exemple, un ensemble d'entreprises qui naissent et qui prospèrent autour de cela. Et que l'économie elle-même gagne quelque chose dans ça. Et que les Camerounais sentent qu'au-delà de la réalisation de l'ouvrage, l'économie a progressé. Nous travaillons dans ce sens-là, en faisant en sorte que, pour que ces projets-là est encore une concrétisation, puisque n'oubliez pas que la troisième étape du projet du chef de l'État, c'est de passer des grandes réalisations aux grandes réussites. Pour que les grandes réussites soient effectives, il faudrait pour cela qu'on prenne le taureau par les cornes, de mettre en place une loi de programmation économique qui tienne en compte les préoccupations du chef de l'État pour la politique d'émergence humaine. Monsieur, quand on vous entend parler, on a l'impression que vous avez un problème avec la ressource humaine qui est actuellement aux affaires. Quelle appréciation faites-vous de cette ressource? Non, nous avons coutume de dire dans les formations que nous dispensons dans les écoles de management de la place, vous savez, une organisation quelle qu'elle soit, une association, un État, une entreprise, un pays, même une famille, repose sur un trépied. Les méthodes que l'on implémente, les structures que l'on anime, mais également les hommes. Or, vous savez, les hommes sont au centre. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui animent les structures, ce sont eux qui implémentent les méthodes. Or, le problème du Cameroun aujourd'hui, c'est au niveau de la gouvernance, au niveau des hommes. Parce que la problématique économique de notre pays doit être donnée à des gens qui maîtrisent ce que c'est que l'économie, qui maîtrisent ce que c'est que l'entreprise, qui ont une vision de ce que doit être l'économie de leur pays. Pour qu'on sorte de ce système statique où on est une économie de rente, vente, achat, dans le bail Amsterdam, pour être dans une économie de transformation. Parce que notre développement ne peut passer que par la... Ces partenaires ont toujours appuyé et les pouvoirs publics, le gouvernement a toujours apporté et continue à apporter sa part dans la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Et c'est comme ça que ça se passe un peu partout dans le monde. Je pense que la disponibilité du gouvernement reste sans faille, mais maintenant il faudrait tendre la main vers d'autres partenaires qui peuvent appuyer cette lutte, comme je l'ai dit, qui est une lutte de solidarité. Je pense qu'il n'y a pas que le monde du travail qui est impliqué, il y a le secteur religieux, il y a d'autres secteurs qui nous appuient
dans cette lutte-là. Docteur Essomba-Noël, on sait que séance tenante, lors de la signature de convention, il y a eu une récolte des fonds de 14 millions, si je ne me trompe pas, et puis il y a eu 40 millions de promesses. Vous voyez, les promesses sont plus fortes que les actes concrets. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est suite à une certaine frénésie, une certaine peur d'investir dans ce secteur, quand on sait tous les mots qui tournent, qui gravitent tout autour de la gestion des fonds dans tous les secteurs, même dans le ministère de la Santé? Non, mais il faudrait déjà que je précise que les 40 millions qui ont été récoltés, c'est des apports des personnes physiques qui étaient présentes à cette Assemblée générale, et je pense qu'il faudrait profiter de l'occasion que vous me donnez pour féliciter l'implication personnelle du ministre André Mamafouda, qui est obligé de revenir 2 fois sur le plateau, d'abord pour booster l'engagement du patronat qui était présent, mais aussi pour rassurer les uns et les autres sur la qualité future de la gestion de ces fonds. Vous avez entendu parler des audits annuels qui seront organisés, vous avez entendu de la co-signature pour le déblocage des fonds, excusez-moi, notamment du directeur de la coopération au ministère de la Santé et du secrétaire général du GICAM. Vous avez entendu parler des contributions, de la liste exhaustive des contributions des entreprises qui sera mise à la disposition de toute la population, notamment à travers des supports légaux d'annonces, dont des journaux de la place. Donc tout ça voudrait que des gens se sentent rassurés lorsqu'ils contribuent à cette disponibilisation des antirétroviraux. Oui, docteur, on sait que la tranche d'âge la plus touchée est entre 30 et plus, mais on a aussi observé qu'il y a beaucoup de jeunes dont l'âge varie entre 14 et 15 ans qui sont affectés par le virus. Qu'est-ce qui fait problème? C'est quoi le problème avec ces jeunes? Alors, vous savez, le problème, c'est un problème d'encadrement des jeunes à la base. Effectivement, il y a des jeunes de moins de 15 ans qui sont malheureusement atteints par ce virus. Donc, il faudrait à la base que les jeunes soient encadrés, notamment sur le plan scolaire et académique. Il faudrait qu'on trouve, d'ailleurs, le ministère de la Santé, notamment le Comité national de lutte contre le sida, a des conventions avec le ministère des Affaires secondaires et même l'enseignement de base pour pouvoir à la base cadrer, n'est-ce pas, les jeunes et leur apporter des enseignements de base sur la problématique du VIH-Sida. Donc il faudrait que ce soit perpétué dans les familles afin que ces jeunes soient plus ou moins, que leur attention soit attirée sur les faits, sur les méfaits de cette maladie. Donc je pense que, je le disais, ça rejoint encore ce que je disais tantôt, que c'est une lutte qui doit impliquer beaucoup d'acteurs. Il n'y a pas que les médecins, il n'y a pas que le ministère de l'Enseignement de la Santé publique, mais d'autres départements ministériels doivent rentrer dans cette lutte. Est-ce que vous ne pensez pas que l'environnement socio-économique est l'un des facteurs favorisants de cette expansion du virus constatée dans cette tranche d'âge de 15 à 14 ans? Ben oui, je pense que l'environnement socio-économique a un grand impact sur le plan général, pas que sur le plan du VIH-Sida, sur le plan général. C'est un facteur défavorisant, j'allais dire, dans le développement et dans l'encadrement aussi bien de la jeunesse que de la population en général. Donc, je réitère ce que j'ai dit tout à l'heure, il faudrait que face à cet environnement socio-économique qui est défavorisant, il faudrait que des mécanismes soient mis en place pour pouvoir encadrer les jeunes, pour pouvoir sensibiliser de mieux en mieux les populations sur le VIH-Sida. On parle de 550 000 cas enregistrés et de 260 000 éligibles. Ça veut dire quoi plus concrètement, 260 000 éligibles? On ne comprend pas très bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Oui, on a effectivement à peu près 557 000 personnes qui sont effectivement dépistées séropositives. Et 267 000 à peu près personnes qui ont besoin du traitement. C'est ce qu'on appelle éligible au traitement. Parce que pour être mis sur traitement, le patient doit présenter un certain nombre de critères. C'est pas